quelque chose pour la Cinémathèque. Et elle ramassait en un festival de quoi remplir 2 wagons-lits qu'elle ramenait à la Cinémathèque. Vous avez combien de films à l'heure actuelle à la Cinémathèque? À l'heure actuelle, on doit avoir 50 000 titres environ. Le problème de l'entreposage des films s'est posé très très vite. Nous l'avons résolu avant-guerre, d'une part à Orly, d'autre part au Palais de Chaillot. Et l'armée nous a attribué la batterie de Bois d'Ercy. Alors là, on a une place gigantesque qui nous a permis de sauver des masses de films. Mais je dois vous dire que c'était pas marrant, parce que voilà à peu près l'état dans lequel nous avons trouvé Bois d'Ercy lorsqu'on nous l'a donné. On fouillait dans la ferraille, on sortait des... Je crois que c'est un truc militaire quelconque. Et puis il y a eu des gens qui ont travaillé. Moi, je suis pas capable. Il y a des gens qui ont travaillé sans arrêt. Et maintenant, vous allez voir ce qu'on en a fait. Et voici le résultat. Un travail quotidien, permanent, inlassable, et dont nous sommes très fiers. Si Langlois avait eu des moyens financiers à l'époque, aussi, j'allais dire, bohème soit-il, il aurait dépensé son argent à sauvegarder les films, c'est évident. Bon. S'il y a des choses qui, du temps de Langlois, parce qu'on lui a reproché ça à l'époque, on le dit, il gère mal, mais bon, je crois qu'il gère mal parce qu'il n'a pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, c'est avec des bouts de ficelle, et on gère comme on peut. C'est lui qui a tout fait, quoi, qui a tout soutenu à bout de bras, et les subventions arrivaient au compte-gouttes quand même par rapport à tout ce qu'il aurait fallu faire, quoi. Il était un peu un précurseur dans son domaine, on le sait, et c'est vrai qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte de l'importance de ce patrimoine. Jusque dans les années 50, les films étaient tournés sur de la pellicule nitrate, matière explosive et donc très dangereuse, ce même nitrate à l'origine de l'explosion d'AZF. Il s'est trouvé qu'en 1959, les laboratoires ont été dans l'obligation de ne plus stocker leur matériel de tirage nitrate. Sous X temps, ce matériel allait être détruit ou remis à la Cinémathèque. Donc tout ce matériel est arrivé par wagon entier à la Cinémathèque. La plupart de ce matériel était du matériel qui venait quasiment d'avant-guerre, que les laboratoires avaient laissé en l'état. Donc, comme Langlois n'avait pas de moyens en 1959, qu'il n'avait pas de lieu où les mettre, il les a mis où il pouvait. J'ai vu des lettres dans lesquelles il se plaignait auprès du CNC en disant « Il y a des tas de films qui arrivent, veuillez me donner les moyens ». On ne lui a jamais donné les moyens. Des films à sauver, il en reste tous les jours, même à la Cinémathèque française. Mais je dirais presque surtout à la Cinémathèque française, puisque c'est une course avec la montre et avec la mort du film. Par conséquent, plus on a de films, plus on se trouve coincé par cette course. On disait souvent de Langlois, un peu brutalement, que la Cinémathèque était un peu un bordel. C'est un peu excessif. Mais c'est vrai qu'il y régnait une joyeuse animation qui était absolument incompatible avec les vues administratives de l'État. Ceci dit, si ça avait été une gestion classique, ça n'aurait pas été Langlois, ça n'aurait pas été la Cinémathèque. Mais en fait, c'était un désordre... C'était ça qui est la force de Langlois, c'est qu'il avait compris qu'il faut, de temps en temps, il faut mettre du désordre, parce que sinon, il n'y a plus rien qui pousse. Pendant des années, Langlois n'a jamais pu présenter Nosferatu le vampire, parce que je ne sais pas qui il avait dicté les étiquettes, et la personne avait écrit « La noce à Ferratu ». Langlois était très souvent prévenu qu'un stock de films allait disparaître, allait être détruit, qu'on avait retrouvé dans un grenier, dans une cave, chez un forain, des bobines. Donc il envoyait immédiatement la personne qu'il avait sous la main les chercher. La personne arrivait et déposait ces bobines, qui pouvaient rester une semaine à un mois dans le hall de la Cinémathèque ou dans un bureau ou dans un couloir. Et en effet, quand les visiteurs étrangers venaient à la Cinémathèque, enfin étrangers à l'esprit de la Cinémathèque, ils voyaient des piles de boîtes rouillées. Mais ces boîtes rouillées, c'était pas les boîtes de la Cinémathèque, c'est ce qu'on venait de sauver. C'était ce qui était sauvé. Mais on disait, ah ben Langlois, il est environné de boîtes rouillées. Évidemment qu'il était environné de boîtes rouillées puisqu'il sauvait les films. Mais il y avait des gens qui vous disaient, étant donné la façon dont il est habillé, comment voulez-vous qu'il gère? Alors c'est vrai qu'il était... Non, il n'était pas du tout brouillon. Tout sauf brouillon, Langlois. Mais il était dans la démesure. Il faut savoir que la plupart des copies de films sont détruites après leur exploitation en salle, afin d'empêcher une exploitation pirate des œuvres.
Souvent, les réalisateurs déposaient une copie de leur film à la Cinémathèque afin d'en assurer la pérennité. La plupart des films qu'a sauvé Langlois étaient des copies volées, étaient des copies soustraites à des gens qui voulaient les détruire. Donc Langlois, une grande partie du stock de Langlois était un stock, entre guillemets, illicite. Et si on avait su que Langlois avait ces copies, on lui aurait donné l'ordre de les restituer à des propriétaires qui souhaitaient les détruire. Il y a des gens, par exemple, qui me disaient, même des producteurs, là, qui me disaient, même disons dans un dîner officiel, mais comment vous, Serge Lozic, etc., vous pouvez aimer Henri Langlois, ce voleur, tout ce que vous voudrez des films. Vous savez, il avait cette réputation-là. Alors je posais les questions devant tout le monde. Je dis, combien de copies vous avez tiré quand vous avez lancé votre film? Il m'a dit, oh, c'est un succès formidable, je tirais au moins 50 copies. Et j'ai dit, sur 50 copies, Henri, qui a sauvé pour l'histoire du cinéma une copie, vous appelez ça voler un film? Vous n'avez pas honte même de mentionner ça devant tout le monde. Alors quand je lui ai donné cet argument-là, il avait la bouche belle à sa pochette. Elle restait comme ça. Alors voilà, lui, parce que s'il y a un homme qui n'a jamais joué avec 15 cm de pellicule pour s'enrichir, c'était Henri Langlois. Et la plupart, soi-disant sauveurs de films, etc., j'ai connu tant de monde, c'était juste pour faire des affaires, pour se montrer, etc. Mais Henri n'a jamais joué. Il aurait pu devenir l'homme le plus riche de la planète. J'ai dû lui envoyer un original d'un découpage sans faire de photocopie, des choses comme ça, parce que je pensais que ça me reviendrait. Et évidemment, quand je lui ai réclamé, il m'a répondu sur un petit bout de papier déchiré que je dois avoir quelque part, « Vigo ne vous appartient pas ». Voilà. Il y a une rumeur qui dit qu'il ne prêtait pas les films. C'est pas vrai, ça dépendait beaucoup de la tête des gens. Il n'y avait qu'un film qu'il me refusait et que je voulais absolument avoir, c'était L'Âge d'Or. Je lui disais, bon, c'est bien, tu me donnes des films, mais je veux que tu me donnes L'Âge d'Or parce que je veux montrer une fois L'Âge d'Or, que je n'avais jamais vu. Et alors il me disait, essaie d'aller au Louvre, et puis tu leur diras, je vais aller à Lausanne avec la Joconde. Tu verras ce qu'ils te répondront. En 1964, André Malraux installe Henri Langlois au Palais de Chaillot, dans une superbe salle destinée à la révélation des chefs-d'œuvre du cinéma. Il exprime ainsi la volonté de faire de la Cinémathèque française la première du monde. Mais les moyens nécessaires à une bonne conservation des films demeurent insuffisants. Il a fait rêver Malraux. Puis Malraux n'allait pas assez vite pour Langlois. Donc Langlois était de plus en plus insistant, de plus en plus indigné devant le peu de cas fait du patrimoine français. C'est pas possible. Lindgren veut que l'on détruise 300 000 photos de la photothèque du... Mais c'est effarant, enfin, mais c'est un monstre, ce type. Mais en plus, c'est marrant, parce que tu sais qu'en Tchécoslovaquie, ils voulaient détruire les films. Chez nous, c'est pareil. C'est absolument, tu as raison, c'est une conspiration internationale. Il disait, je voyais le ministre, Malraux, nous étions d'accord. Il me disait, passez chez mon directeur de cabinet pour signer le protocole. Et je me trouvais devant un texte tout à fait différent, qui disait le contraire, je ne signais pas, et Malraux devait me prendre pour un fou. Avec l'importance que la Cinémathèque avait prise depuis sa création en 1936, et depuis la petite salle de Messine jusqu'à la salle vite mythique de Chaillot, les convoitises s'étaient peu à peu fait jour, et nombreux étaient les intrigants jaloux des succès de Langlois. Quelqu'un m'avait dit à l'époque, vous ne vous rendez pas compte, Langlois, la Cinémathèque va mourir et vous marchez comme un funambule au milieu des précipices. C'est exact, je marchais comme un funambule au milieu des intrigues et des précipices que j'ignorais. Comment faites-vous pour avoir des amis, mais des ennemis? Écoutez, on en est... vous qui entrez ici, quittez toute espérance. Il disait ce qu'il pensait, hein. Nous avions un public qui était remarquable. Nous avions un des meilleurs publics du monde, à Paris, en France. On est en train de le tuer. Vous savez, c'est très facile de tuer un public. Vous avez, par exemple, je prends exprès un exemple très lointain, Moscou.
On sort Ivan le Terrible à Moscou et c'est une horreur. Le public ne peut pas supporter ce film. Mais pourquoi ?